Je m'appelle Jean-Luc Touly, j'ai travaillé 30 ans jusqu'en 2006 en tant que directeur administratif chez Veolia, le numéro 1 mondial des services de l'eau et de l'assainissement, qui s'appelait Vivendi à l'époque. J'étais responsable des contrats entre Veolia et la région sud de Paris. C'est ce qui m'a permis de comprendre le système permettant de transformer les usagers de l'eau en vaches à lait d'un groupe en pleine expansion. Il m'a incité donc à écrire ce livre. Veolia m'a proposé 1 million d'euros pour éviter ce procès qui aurait fait de la publicité à ce livre. J'ai bien entendu refusé. Et sur ce, évidemment, j'ai été licencié et bombardé de procès en diffamation que j'ai tous gagnés. Alors vous êtes à Paris, au bord de la Seine qui coupe Paris en deux. Et c'est justement la gestion de l'eau à Paris qui a été effectivement divisée en deux. La rive sud de Paris étant gérée de 1985 jusqu'en 2009, pendant 25 ans, par la Lyonnaise des Eaux Suez. Et du côté nord de Paris, c'était la Générale des Eaux, ex-Vivendi, aujourd'hui Veolia. Veolia et Suez, les deux géants mondiaux de la distribution d'eau, sont des groupes français. Et dans notre pays, ils gèrent 80% de l'approvisionnement en eau. Pas question toutefois de parler de privatisation. Le concept n'a pas le vent en poupe. On préfère appeler cela des PPP, partenariats public-privé. Mais si les collectivités locales demeurent propriétaires des installations, ce sont bien les entreprises privées qui les gèrent. Ce modèle français des partenariats public-privés rencontre un grand succès dans le monde entier. Mais c'est bien en France qu'il est le plus répandu. Moi-même étant cadre chez Veolia pendant plusieurs décennies, je m'étais rendu compte donc de cette arnaque du partenariat public-privé qui, notamment en termes de dérives comptables et financières, avec comme conséquence effectivement des augmentations de prix de l'eau très importantes, avec un prix à Paris qui avait, pendant cette présence de 25 ans de ces deux entreprises, avait augmenté de plus de 103% dans les 10 dernières années. Et c'est grâce à cet argent amassé que tout doucement ces entreprises se sont diversifiées dans la filière environnementale d'abord, c'est-à-dire après l'eau, l'assainissement, après l'assainissement, les déchets, puis le transport, puis le chauffage. Et puis à partir de la fin des années 80, ils ont investi les télévisions, les journaux, la musique, la restauration scolaire, les cliniques. Et c'est pour ça que souvent on dit un usager d'une ville gérée par Veolia ou par Suez, chaque jour passe plusieurs fois dans différents secteurs d'activité qui sont gérés par cette entreprise. Le SEDIF, ou Syndicat des eaux d'Île-de-France, gère le service public de l'eau pour quelques 144 communes de la région parisienne. Depuis plus de 80 ans, Veolia, anciennement Compagnie Générale des Eaux, dessert ainsi 4 millions de consommateurs. Mais le prix de l'eau est nettement plus élevé qu'à Paris même. Fin 2008, les représentants des communes doivent choisir, laisser la gestion de l'eau aux mains du privé ou la faire revenir dans le giron public. Alors après, on va m'expliquer qu'à partir de maintenant, tout va être mieux. Près de la moitié des communes appellent de leur vœu un retour aux régies publiques. C'est aussi le souhait de Jean-Luc Touly. Mais les syndicats sont plutôt en faveur de Veolia. Et attends, on va dire de ce que tu faisais avant. Vous connaissez Jean-Luc Touly? Yes, on connaît Jean-Luc Touly. On le connaît très bien. Ouais. Jean-Luc Touly, il défend pas les salariés en l'occurrence. J'étais pendant un certain temps le numéro 2 du syndicat CGT
de Vivendi Veolia Eau, moi-même, on m'a proposé un certain nombre de choses, notamment en termes de primes, qui m'auraient permis pratiquement de doubler ma rémunération. Alors, il y en a beaucoup qui ont accepté. Moi, je n'ai pas accepté. Si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, c'est au lieu de percevoir pour un syndicaliste qui aurait 20 ans d'ancienneté, une quarantaine d'années, l'équivalent annuellement de 30 000 euros, bah, cet individu touche 60 000 euros. Vous voyez, il double sa rémunération. Ça peut paraître beaucoup à l'échelle individuelle, mais pour une entreprise comme Veolia, si vous multipliez 40 fois 30 000 euros, ça ne va pas chercher loin par rapport aux bénéfices colossaux. Donc c'est acheter la paix sociale pour pas grand-chose. Et Veolia a d'autres soutiens. C'est vous, Touli? Voilà. Ah oui, oula, je connais votre casier. Ce n'est pas un hasard si André Santini semble bien connaître le dossier Veolia. Il est président du CEDIF depuis 1983. Et à ce titre, c'est lui qui mandate et contrôle le groupe privé. Car, rappelons-le, les patrons, ce sont les élus. C'est un contrat de régie intéressée. Le syndicat est propriétaire de toutes les usines, de toutes les canalisations, de toutes les installations, même des crayons. Et la société qui, aujourd'hui, détient le contrat ne fait qu'exécuter ce qu'on lui dit. voilà pour la théorie. Mais André Santini est aussi président du comité de bassin Seine-Normandie qui accorde, à travers l'agence de l'eau Seine-Normandie, des prêts à des taux très bas, notamment à Veolia. Et le vice-président de ce comité est en même temps administrateur de Veolia Environnement. Pour M. Santini, il y a de quoi s'en mêler les pinceaux. Il y a encore quelques mois, le président du syndicat des eaux, M. Santini, qui est un élu, a signé une lettre au maire des villes du CEDIF sur du papier en tête de Veolia. Donc c'est pour vous dire à quel point il y avait connivence. On imagine mal le ministre de la Défense signer un courrier avec du papier en tête de Dassault. Retour au CEDIF. Beaucoup de ces élus locaux sont également liés à Veolia par des intérêts économiques. Lors d'un vote à bulletin secret, ils sont finalement une majorité à choisir la reconduction du contrat décroché par Veolia dans le cadre d'un appel d'offres. Le vote doit être public, les élus doivent afficher et affirmer leur vote. Là, on sait que les enjeux financiers sont très importants. C'est un contrat annuel de 300 millions d'euros. L'entreprise qui gère aujourd'hui fait 50, 60, 70 millions de bénéfices. Donc, il y a sûrement eu des pressions très fortes. C'est une très bonne façon de mettre en avant les élus avec l'intelligence des sociétés privées, leurs compétences, leur expertise. C'est une très bonne formule. D'ailleurs, la preuve, madame, tout le monde a voté, malgré une campagne délirante. Merci. Merci. Grenoble, au pied des Alpes. Ici, c'est l'autre géant du secteur, Suez Lyonnaise des Eaux, qui a voulu prouver qu'il était possible de mettre la compétence et l'expérience du privé au service des intérêts des contribuables. C'est ici, dans cette mairie, que la Lyonnaise des Eaux a corrompu le maire et que la décision a été prise de privatiser le service de l'eau de Grenoble. Et ici a été jugé ce maire corrompu pour avoir privatisé l'eau au bénéfice de la Lyonnaise des Eaux. C'est en échange de 2 millions d'euros de corruption, sous forme de voyages, de croisières, d'appartements, de financement de campagnes électorales au maire de Grenoble. Les très hauts responsables de Suez ont été condamnés pour corruption. Mais la personne morale, la société, la Lyonnaise des Eaux, elle n'a pas été condamnée pour corruption. Les responsables PDG étaient Jérôme Monod, qui est devenu ensuite premier conseiller du président de la République française, Jacques Chirac. Donc ce maire s'appelle Alain Carignon, qui a été condamné à plusieurs années de prison.
Ça, c'était un livre très difficile à faire parce que lui était ministre de la communication. On l'écrivait, il n'était pas encore en prison. On l'a terminé, il était en prison. Et pendant tout ce temps, il est resté très proche de M. Sarkozy. Il s'affiche encore lors d'une récente campagne électorale avec la photo de M. Sarkozy à côté de lui, même si c'est un montage. Ensemble, tout devient possible. Et il continue à être un ami proche du plus haut personnage de l'État français. À Grenoble, nous avons aujourd'hui une bonne expérience, ce que nous appelons la leçon de Grenoble, puisque nous avons eu 10 ans de fonctionnement avec le privé pour le service des eaux et aujourd'hui 10 ans de remunicipalisation du service des eaux. Donc nous pouvons comparer. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la privatisation en 1989 ? La Lyonnaise des Eaux s'est accaparée tout le savoir, a pris même les cartes du réseau, a mis son coup de tampon dessus, s'est approprié tout le patrimoine, tout le savoir, toutes les connaissances. Il n'y avait plus personne au niveau du service public pour connaître, contrôler, savoir. Elle a augmenté le prix de l'eau et elle a diminué la qualité de l'entretien et du renouvellement des réseaux, ce qui lui a permis de faire plus de profit. Ça, c'est le prix de l'eau lors de la privatisation. Là, c'était public. Privatisation à Suez, délégation à Suez, le prix monte, on reprend la main, on remunicipalise, et voilà comment évolue le prix de l'eau. Et nous avons multiplié par 3 les travaux d'entretien, de renouvellement des réseaux, des installations. On a calculé le prix de l'eau dans une vingtaine de villes françaises. Alors on a trouvé des villes où les prix nous paraissaient très corrects, plutôt des villes en régie, faut le dire, comme Chambéry, Grenoble ou Clermont-Ferrand, et puis des villes où le prix était beaucoup trop élevé, probablement 2 fois trop élevé. C'est le cas du syndicat des eaux d'Île-de-France en banlieue parisienne, c'est le cas de Marseille, c'est le cas de Montpellier, c'est le cas de Reims, où là on estime qu'on peut avoir des baisses de prix de au moins 30 à 40%. Direction Bordeaux. Suez facture à un tarif très élevé l'eau qu'elle distribue ici. Mais pourquoi? Pour le compte d'une association, un expert comptable s'est penché sur la question et a découvert des pratiques surprenantes. Nous avons vu sur nos factures une augmentation de plus de 30% durant les 3 premières années, là où nous avait été indiqué simplement 15%, 2 fois plus. Donc on est allé se documenter auprès de la communauté urbaine de Bordeaux, on a passé une journée, on était 2, à regarder tout un tas de documents et on est reparti avec 700 photocopies sur lesquelles nous avons travaillé. Et après 6 mois de travail, on a été capable de décrypter la facture. Un exemple. Lyonnaise des Eaux nous disait un compteur pour un particulier, c'est un compteur d'un diamètre de 15 mm. Et il nous disait ça a une durée de vie de 12 ans. Et donc, dans les calculs, il nous disait nous, on a une charge qui correspond à la durée de vie de 12 ans. Mais quand on a fait un contrôle technique et financier, on s'est aperçu que en réalité, ce compteur de 15 mm, en moyenne, avait une durée de 23,8 ans, pratiquement 24 ans. En réalité, il nous faisait payer, il portait en charge l'équivalent de 2 compteurs, quand eux, ils n'en supportaient qu'un seul. Un autre exemple.
Lyonnaise des Eaux disait ceci: une contrainte européenne s'exercera prochainement sur la nature des branchements qui contenaient du plomb. Nous avons anticipé le risque. Le rythme de renouvellement des branchements a été porté depuis l'an dernier de 300 par an à 6000. Ça, c'est leur déclaration de juillet 1995. Nous avons repris tout leur rapport annuel de 1995 à 2006. Alors effectivement, on n'est pas aux 6000. On est à peine à la moitié, voire au quart. On est à 1000, 1500 par an. Bon, c'est un exemple. Il y a plein d'autres petites méthodes comme ça, mais mises bout à bout, effectivement, bien ça compte des centaines de millions d'euros. Il y a une logique, si vous voulez, là-dedans, qui est valable à Bordeaux, qui est valable à Paris, à Grenoble, etc. La technique financière, comptable, mise en œuvre est toujours la même. En 2005, la communauté urbaine de Bordeaux a également demandé un audit qui a confirmé les conclusions de Patrick Dufaux de la Motte. Suez s'est toutefois refusé à rendre publics les documents formant la base de l'audit. C'est la justice qui l'y a obligé. Pas étonnant, l'enquête a démontré que le groupe s'assurait à Bordeaux une rentabilité annuelle de 29% sur les capitaux investis. Face à ces accusations, Suez rétorque. Alors, je pense qu'il faut regarder les choses extrêmement précisément parce que là aussi, on peut très vite être dans le spectaculaire, dans le fantasme par rapport à l'entreprise privée. Bon. Et lorsqu'on regarde précisément ce qui s'est passé, c'est que nous avons sur le contrat de Bordeaux fait des économies par rapport à ce qui avait été prévu au départ. Pourquoi avons-nous fait des économies? Eh bien parce que nous avons géré au plus près possible les choses. Du coup, ça a dégagé de l'économie. Bon. Et donc effectivement, ces économies-là, on les a partagées avec la collectivité locale. Ce sont des millions et des millions et des millions qui servent les bénéfices de certains grands groupes privés. Alors, le privé, c'est normal qu'il gagne de l'argent, mais là, on a, je dirais, on est sur des profits qui sont inconsidérés et qui sont injustifiés. En 2006, la communauté urbaine de Bordeaux a imposé un avenant au contrat de Suez. Le groupe a dû restituer 233 millions d'euros à la collectivité, ce qui correspond au surprofit qu'il a engrangé à travers ses combines financières. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller à la fin du contrat et il faut passer en régie. Je pense que ça va être la solution. Un autre instrument financier a été régulièrement utilisé par les groupes d'eau français. C'est ce qu'on appelle le droit d'entrée. C'est le paiement d'une somme importante à la commune de manière à s'assurer la concession ou l'affermage de l'approvisionnement en eau de la ville concernée. Cet argent est désigné par le terme cadeau. C'est une contrepartie versée par l'entreprise contre un contrat de longue durée passé avec une ville. Mais en réalité, il s'agit toujours d'un crédit qui revient très cher aux usagers de l'eau, obligés de le rembourser sur la facture avec les intérêts, comme à Toulouse. On a eu la chance, en allant au service des gestions déléguées, de tomber par hasard sur ce document qui effectivement donne les taux de remboursement du droit d'entrée de 437,5 millions de francs versés par le concessionnaire aux échéances suivantes. Et ensuite, il y a le montant des mensualités et surtout, il y a le taux appliqué au remboursement. Donc, c'était la preuve que ce n'était pas un don, mais bien un prêt déguisé. Et l'audit juridique de la ville de Toulouse nous donne entièrement raison. Voilà. En 2008, la municipalité de Toulouse a en effet commandé un audit afin de vérifier, entre autres, les rapports financiers de Veolia. Pour cela, elle a fait appel à Patrick Dufaux de la Motte.
Nous sommes réunis aujourd'hui à Toulouse donc pour la remise finale de l'audit qui a été demandé par la ville de Toulouse. Et l'une des difficultés majeures dans ce contrat, c'est que la ville a bénéficié de ce qu'on appelle un droit d'entrée, d'un montant très élevé, 437,5 millions de francs, qui pèse lourd sur la facture des usagers, puisque ce sont les usagers qui remboursent cette somme à travers le prix de l'eau. Or aujourd'hui, l'audit démontre que toute la rhétorique et tout le discours de la présente équipe municipale était un mensonge, puisque effectivement le droit d'entrée a été payé sur le prix de l'eau. Et donc il a été payé, je ne sais pas combien de fois, mais entre 2,5 et 3 fois par les Toulousains. C'est qu'il y a quand même, pour nous, une raison essentielle, hein, le retour la maîtrise publique, c'est peut-être le retour en régie, c'est sûrement le retour en régie. Nous, ce qu'on reproche, c'est la logique de privatisation de l'eau. Et nous, ce qu'on souhaite, et c'est ce qu'on a dit au Veolia quand on a lancé l'audit, c'est qu'on voulait un retour de la maîtrise publique. Dominique Baudis, ancien maire de Toulouse, à l'origine de la privatisation en 1989, s'est servi de ce droit d'entrée pour diminuer les impôts locaux. À Montpellier, c'est un palais des congrès qui a ainsi été financé. À Lille, un stade. Ailleurs, on en a profité pour rembourser les dettes municipales. À chaque fois, les élus locaux ont marqué des points auprès de leurs électeurs grâce à ces droits d'entrée. Mais ce sont les usagers de l'eau qui paient. Veolia et Suez ont ainsi appâté de nombreux maires de France. Aujourd'hui, la loi interdit la pratique des droits d'entrée en France. Mais elle continue à servir dans le monde entier de sésame plus ou moins frauduleux pour la conclusion de contrats. En Allemagne, la distribution de l'eau est encore largement aux mains des municipalités. Mais Veolia aurait déjà réussi à mettre un pied dans quelques 300 communes, soit comme prestataire de services, soit en tant que concessionnaire, comme à Brunswick, ville moyenne du nord de l'Allemagne. Notre objectif était d'assurer la viabilité à long terme de notre ville, dans l'intérêt de la jeune génération. Nous voulions nous débarrasser de notre montagne de dettes et conserver notre capacité d'action, tout en gardant la possibilité d'investir. Le gros morceau et la privatisation qui a été la plus contestée, c'était la Braunschweiger Versorgungs AG, le cœur de nos services municipaux. Elle assurait la distribution de l'électricité, du gaz et de l'eau. Nous avons également privatisé une petite société immobilière qui nous a rapporté plus d'argent que prévu. Les éclairages publics, y compris les feux de circulation, ont également été privatisés, tout comme la gestion des déchets qui a été confiée à l'entreprise Alba. Puis, il y a quelques années, nous avons franchi une dernière étape décisive et privatisé aussi le traitement des eaux usées. Ça nous a rapporté environ 100 millions d'euros en plus. Nous l'avons vendu à un bon prix, autour de 235 millions, je crois. À partir de là, nos dettes ont fondu et tout s'est enchaîné. Ces différentes décisions ont contribué à réduire le passif considérable que nous avions accumulé. Les recettes que la municipalité prétend avoir encaissées reposent entièrement sur un crédit que la ville doit rembourser année après année avec les impôts des contribuables. Pendant 30 ans, la banque va pouvoir exiger une part de nos impôts au titre de l'amortissement et des intérêts de ce prêt, même si Veolia fait faillite ou quitte la région.
Veolia n'a rien eu à payer pour les infrastructures ou pour le droit de les exploiter. Ce droit d'usage lui a été attribué gratuitement. Gratuitement. Le crédit a été contracté à travers un prête-nom. En l'occurrence, l'association publique locale de gestion des eaux usées, qui est contrôlée par la municipalité elle-même. Les dettes de la municipalité ont été reportées sur d'autres entreprises. Et ce sont maintenant les habitants de la ville qui les remboursent. Nous avons calculé que le montant de la dette devrait passer de 230 millions sur 30 ans à 500 millions. Et ce sont les contribuables qui vont devoir payer. On a ici un bon exemple de la façon dont se passent les nouveaux investissements depuis que le secteur des eaux usées a été privatisé. Regardez ce panneau. On construit une station de pompage haute performance pour 7 600 000 euros. Et Veolia ne débourse pas un sou. C'est la municipalité qui est allée voir la banque pour demander un prêt supplémentaire garanti par nos impôts. Veolia est théoriquement l'investisseur, mais ce n'est pas elle qui endosse la responsabilité du prêt, ce sont les contribuables. Pourtant, il s'agit officiellement d'un investissement privé que Veolia va pouvoir amortir dans ses comptes. Ça va lui permettre de payer moins d'impôts et d'économiser 25% sur ses coûts de planification. Au total, ça représente un gain d'1 million d'euros, indépendamment du contrat de prestation de service pour l'épuration des eaux, bien sûr. Le tout est financé par le crédit et repose sur les épaules du contribuable. Ce sont forcément des modèles très compliqués. Sinon, on ne peut pas réunir de telles sommes. Beaucoup de gens ont du mal à croire que Veolia va se faire rembourser tout ça. C'est pourtant vrai. Pour s'implanter à Brunswick, Veolia n'a pas eu besoin de lever des fonds par elle-même. Et maintenant, elle va même gagner de l'argent. Je ne parle pas seulement de ce qu'elle va facturer pour l'exploitation du réseau. Elle va aussi faire financer ses équipements via ses crédits bancaires. Aucune prise de risque pour Veolia. Les montages financiers sont très complexes, surtout dans le secteur des eaux usées. Le grand public ne comprend pas toujours tout. Et honnêtement, certains membres de mon groupe au conseil municipal ont eux aussi du mal à s'y retrouver. Ce qui est grave, c'est que les élus n'ont pas eu la possibilité de lire ces contrats in extenso. Ils peuvent les consulter, mais ils n'ont pas le droit de les reproduire. On s'est procuré ce CD-ROM qui contient les contrats et émane de l'administration. Mais c'est tout à fait exceptionnel. Retour dans la capitale française. En 2009, après 25 ans de délégation au secteur privé, la ville de Paris souhaite que la gestion de l'eau revienne à la régie publique Eau de Paris. Nous avons la volonté, petit à petit, de reprendre le contrôle du service, reprendre la maîtrise du service de l'eau à Paris. Donc le contrôle revient à la mairie, on lance des audits, on lance des études, on décide de renégocier les contrats en 2003-2004 pour donner de nouveaux objectifs de récupération des provisions faites par les distributeurs pour ces travaux. Les deux patrons, Henri Proglio et Gérard Mestralet, quand ils l'ont su, ont pas très bien réagi, mais ça a été dit dans la presse, ont considéré que c'était une vraie erreur. Selon le Nouvel Observateur,
le PDG de Veolia, Henri Proglio, aurait hurlé sur le maire de Paris et affirmé que la municipalisation des eaux de la capitale allait priver le groupe de ses contrats à l'étranger. Chez Suez, le retour en régie publique ne laisse pas non plus indifférent. Je pense que nous n'avons pas intérêt à opposer régie et entreprises privées. Donc on est déjà dans la réalité sur du partenariat public-privé. Et ce serait bien de nous aider à mettre en place ces politiques de développement durable à l'intérieur des entreprises. Ce sont des politiques de révolution culturelle globale et c'est plutôt là-dessus qu'on a besoin de vous et pas sur un débat qui, pardon, mais n'a peu de sens. L'eau a besoin d'argent. D'accord? Elle ne rapporte pas d'argent. Que l'eau étant un bien commun, un patrimoine, le patrimoine du vivant, il valait mieux avoir une gestion publique. Avec la création de l'opérateur public de l'eau à Paris, on estime à minima gagner 30 millions d'euros par an. Ces 30 millions, sur ces 30 millions, c'est déjà essentiellement la rente économique des distributeurs. Il n'y a pas de flux financiers qui sortent du service pour, en fait, aller nourrir, alimenter autre chose que le service de l'eau. Donc ça, évidemment, c'est un point extrêmement important. Donc, cette rente économique va nous permettre d'assurer la stabilité du prix de l'eau tout en gardant un haut niveau d'investissement et un haut niveau de service. Par ailleurs, la régie, par son calcul d'amortissement des biens, permet d'avoir une gestion patrimoniale de long terme et donc d'avoir un calcul économique des investissements, je dirais plus propice pour le service parce que plus collé en fait à la durée des biens et en même temps plus intéressant économiquement parce que nous ne sommes pas arrêtés par un contrat de délégation de 5, de 10, de 15 ou de 20 ans. Ce puits, vieux de plus de 200 ans, est toujours en état de fonctionnement. Les entreprises privées n'ont aucun intérêt à investir dans de tels ouvrages construits pour durer plusieurs siècles. Leurs contrats sont limités à 30 ans maximum, alors que les investissements dans le secteur de l'eau commencent à être rentables à partir de 30 à 60 ans. Les sociétés privées investissent donc rarement leurs fonds propres dans les canalisations. Cela n'en vaut pas la peine. Les régies publiques ne sont pas soumises à la même logique. Elles peuvent planifier leurs investissements sur plusieurs décennies pour faire en sorte que les ressources en eau soient exploitées avec parcimonie et préservées sur le long terme. Un enjeu évidemment important, c'est protéger la ressource en amont pour éviter de se retrouver devant la nécessité de la traiter de plus en plus, parce que c'est évidemment très cher, et on est vraiment dans le curatif, alors qu'il nous faudrait plutôt avoir une politique de prévention. La vallée de la Vanne, à l'est de Paris. Ici, on puise dans la nappe phréatique pour alimenter en eau la capitale. Protéger sa ressource, Paris a tout d'abord développé des acquisitions de terrain sur ce territoire. Donc l'objectif, c'était de modifier durablement l'agriculture locale pour qu'on puisse avoir un impact sur la ressource. Donc en fait, on propose aux agriculteurs une location gratuite ou symbolique pour que lui puisse respecter des contraintes et cultiver ces parcelles-là comme nous on le souhaitons. Et on souhaiterait en particulier qu'on puisse avancer un certain nombre de surfaces en bio à telle échéance ou un résultat net sur la qualité de l'eau, ce que pour l'instant on a du mal à réussir à faire. Retour à Grenoble. Nous
sommes là dans une des plus grandes zones de protection des champs de captage en Europe, qui a été acquise il y a 100 ans. On voit bien qu'il faut que les élus, les responsables publics, pensent l'avenir sur plusieurs dizaines, centaines d'années. Donc l'ensemble de cette zone permet d'avoir de l'eau qui est pompée dans les puits et qui est naturelle, sans traitement. L'eau qui sort de ce puits-là, elle n'a besoin ni d'être traitée avec du chlore, ni d'être traitée à l'ozone. Elle est naturellement pure, bien meilleure que la plupart des eaux en bouteille, des eaux minérales qui sont vendues en bouteille. Quand j'étais élu, on a eu une bagarre avec le préfet qui voulait absolument qu'on mette du chlore. Parce que c'est beaucoup plus facile de mettre du chlore et de se laver les mains. Par contre, avoir une eau de qualité contrôlée tout au long de sa distribution sans chlore, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et c'est parce qu'il y a des salariés qui s'en occupent sérieusement, parce qu'il y a des dispositifs tout au long des canalisations qui contrôlent la qualité de l'eau, qu'on peut être assuré d'avoir une des meilleures eaux en qualité. À Bordeaux, Suez Lyonnaise invite le grand public à une dégustation d'eau. Le groupe extrait en Gironde une eau extrêmement pure, issue de nappes profondes très anciennes. Et pourtant... C'est le chlore, mais... C'est une odeur, ouais. C'est une odeur de robinet, en fait. Ouais. Sentir le chlore, effectivement, on peut laisser l'eau s'aérer si vous trouvez que c'est un inconfort pour vous. Et après, c'est un gage de qualité sanitaire. On est sûr que l'eau est de bonne qualité quand elle arrive à votre robinet. L'avantage du chlore, c'est que l'eau potable reste parfaitement stérilisée en toutes circonstances. Même quand les canalisations ne sont pas révisées, entretenues et réparées régulièrement. Cela permet d'économiser de l'argent et du personnel et d'obtenir des gains d'efficience. Problème, c'est aussi très mauvais pour la santé. Des études l'ont prouvé, l'eau chlorée provoque une augmentation très nette du risque de cancer, car elle contient des produits de réaction nocifs. Mais c'est aussi la rareté des ressources en eau qui met en danger leur qualité. D'ici 2013-2015, on doit économiser 30 millions de mètres cubes sur les 150 millions de mètres cubes que la Gironde consomme. Ceci pour préserver le niveau des nappes profondes. Pour économiser les 30 millions de mètres cubes, deux grands principes. C'est trouver des ressources de substitution, pourquoi pas, nous on est plutôt contre, mais aller pomper dans la Garonne. Et l'autre principe, faire des économies. En tant qu'élu, moi j'ai insisté et on a fait adopter un principe qui est celui de la maîtrise de la consommation. Le principe des économies, c'était surtout de lutter contre les fuites dans les réseaux. Le résultat, c'est une diminution de la consommation d'eau de la ville, enfin des équipements de la ville, de 25%. Un article du journal du dimanche en France a montré que d'importantes fuites d'eau apparaissaient dans les réseaux et que ces fuites d'eau étaient beaucoup plus importantes dans les réseaux gérés par les délégations de services publics que dans les régies. En moyenne, Veolia ne dépense en France qu'un tiers de leur budget, financé par les usagers de l'eau,
français pour l'entretien des canalisations. Donc toute rupture de canalisation est considérée comme un renouvellement et sera nouvellement imputée en plus à l'usager. Une entreprise privée n'a pas spécialement intérêt à réparer les fuites, puisque de toute façon cette eau est facturée. Donc elle n'a pas à économiser de l'eau. Au début, Suez, ils ont fait parfois des campagnes de communication en disant vous prenez une douche, ça coûte un timbre, vous lavez votre voiture, c'est le prix d'un œuf. Si, on ne peut pas dire qu'il y a un problème de stress hydrique à Bordeaux, ça serait pas juste. En revanche, la nappe phréatique, elle subit un certain nombre d'effets négatifs liés à la sécheresse. Et là, ce qu'on veut faire, c'est justement anticiper, c'est faire de la prévention. Et donc, du coup, pour envisager éventuellement des techniques de réalimentation. Suez mise donc sur la technologie. Il s'agit de puiser dans la Garonne de grandes quantités d'eau qui seront ensuite filtrées puis injectées dans le sol pour enrichir la nappe phréatique. Mais cette eau n'est pas d'aussi bonne qualité que celle issue de la nappe profonde, car il est impossible de supprimer tous les polluants du fleuve. Évidemment, on va trouver toute une série de choses dans l'eau. On va trouver la crème de soin qu'on va s'appliquer le soir. On va trouver, si on a mal à la tête, on va prendre de l'aspirine. On va retrouver dans l'eau. Donc des produits pharmaceutiques, des produits sanitaires, de pesticides, de fertilisants. Donc on retrouve toute une série de choses. Donc ce qui va avoir aussi des conséquences assez importantes. Si l'eau est de mauvaise qualité, elle va se retrouver dans les robinets des Toulousains. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer. En Bretagne, en raison des conditions géologiques, l'eau potable provient essentiellement des rivières. Celles-ci sont fortement polluées, comme en témoignent les montagnes d'algues vertes qui s'accumulent le long des côtes. Cette année, c'est 20 000 tonnes qui ont été ramassées sur cette plage-là. La qualité de notre eau ici, elle est exécrable. On a plus de 80% de nitrate dans l'eau ici qui se balade au bord des falaises et des rivières. 95% des nitrates proviennent de l'agriculture intensive. Mais ce qui est grave, c'est que dans ces algues vertes en décomposition, il y a tout un tas de produits chimiques qui ont servi à la nourriture des animaux. Il y a des bêta-bloquants, il y a de la pénicilline, des antibiotiques donc, et puis d'autres métaux lourds qui servent en fait à stabiliser l'alimentation. Tous ces produits finalement deviennent en fait une bombe de destruction massive dans notre eau, quoi. Pour faire face aujourd'hui à ces problèmes croissants de pollution et de qualité de l'eau, on est dans le curatif. Et on développe des technologies de plus en plus complexes, de plus en plus sophistiquées. Et là, des entreprises comme Veolia Suez y trouvent évidemment leur intérêt. Alors, ils développent sans arrêt des nouvelles technologies, l'ultrafiltration, la nanofiltration, l'osmose inverse. Mais c'est une fuite en avant sans issue, parce qu'il y aura de plus en plus de pollution, parce que tout ça coûte déjà extrêmement cher. Et aujourd'hui, il serait beaucoup plus important de prendre les mesures nécessaires afin de diminuer ces pollutions à la source. Alors on sait par quoi ça peut passer, par exemple par la protection des captages, des ressources en eau, par une mutation d'un modèle agricole extrêmement polluant, par exemple en faveur de l'agriculture biologique. Nous sommes dans le périmètre de protection des eaux de la commune bretonne de Pontivy. Le réseau Cohérence, un groupement d'associations œuvrant en faveur du développement durable, est aujourd'hui sur le terrain. De très longue date, le réseau Cohérence est convaincu que pour obtenir une eau pure, il faut soutenir en amont une agriculture durable, une agriculture biologique,
qui elle seule en fait va nous permettre de reconquérir la qualité de l'eau. Donc le réseau Cohérence, depuis plusieurs années, organise également des voyages d'études en Bavière pour découvrir les exemples allemands de Munich et Augsbourg et du Land de Bavière en général, car là-bas, plutôt que chez nous, on a pris conscience qu'il fallait préserver la qualité de l'eau. Sans plus attendre, nous partons donc pour Munich. Le grand public et les politiques savent bien pourquoi nous bénéficions d'une eau d'aussi bonne qualité. Bien sûr, cela tient à notre situation géographique favorable, au pied des Alpes. Mais c'est aussi grâce à notre régie municipale qui soutient le plus grand territoire d'agriculture biologique en Europe, au sein même de la région de captage. Et ça, c'est possible parce que la puissance publique se soucie des générations futures et fait tout pour que la qualité de l'eau reste optimale pendant les décennies à venir. Une entreprise privée, au contraire, doit présenter des taux de rendement acceptables à chaque rapport trimestriel et satisfaire les actionnaires, les analystes, ainsi que les agences de notation. C'est pourquoi nous défendons une gestion publique de l'eau. Si on regarde la courbe des taux de nitrate, pendant des années, le niveau est resté stable. Mais il s'est envolé dans les années 1960 pour atteindre 14 mg par litre. En 1992, nous avons eu l'idée révolutionnaire à l'époque d'instaurer une agriculture écologique. Nous avons commencé par contacter tous les agriculteurs pour leur proposer de passer au bio. Nous avons mis en place des incitations financières pour faciliter ce basculement. Aujourd'hui, nous avons 110 agriculteurs sous contrat et le taux de nitrate est redescendu à 7 mg par litre. Nous sommes la famille Kroll, Anna et Anton Kroll. Pour ma part, je ne regrette pas d'avoir franchi le pas. Ça correspond mieux à notre conception de la vie et ça facilite l'exploitation proprement dite. On est payé davantage pour le lait et pour la viande. Et on perçoit aussi une prime de la régie municipale. On restera dans ce dispositif aussi longtemps que les Munichois seront satisfaits de leur eau. Il faut que les utilisateurs soient contents aussi et que ça marche dans les deux sens. Tout seul, on ne peut rien faire. Et les consommateurs ne peuvent rien faire non plus sans nous. La privatisation, c'est bien au début, quand on encaisse le magot de la vente. Mais très vite, on se rend compte qu'on n'a plus aucune influence, aucune liberté de manœuvre. Les investissements sont décidés dans de lointains sièges sociaux. On ne peut plus agir sur les tarifs ni sur la protection environnementale. C'est une vraie démission du politique. Bruxelles, capitale de la Belgique. Ici, nous avons un exemple qui, j'espère, va donner certaines leçons, va amener les pouvoirs publics à réfléchir partout en Europe, et moi je suis prête en tout cas à l'expliquer partout, comme quoi il ne faut pas se lancer de manière inconsidérée dans un partenariat où vous laissez autant le champ libre aux partenaires privés.
En Belgique, la gestion de l'eau est longtemps restée l'affaire des communes. Mais en 2001, Aquiris, filiale de Veolia, a remporté un appel d'offres pour construire et exploiter une station d'épuration dans le nord de Bruxelles, au titre d'un partenariat public-privé. Sa technologie innovante pour le traitement des boues résiduelles a fait la différence. Ce procédé, baptisé Athos, permet de transformer 1 tonne de boue d'épuration en quelques kilos de résidus minéral. On est évidemment très fiers d'avoir une station toute belle, toute neuve et aussi grande. Elle a ouvert officiellement le 11 mars 2008. Le roi était présent à l'inauguration. C'était important d'avoir une station d'épuration neuve. Ils ont fermé les 3 collecteurs qui arrivent à la station et rejeté directement les eaux usées donc, de plus d'1 million d'habitants dans les cours d'eau, dans la Seine et dans les cours d'eau aval. Donc écologiquement, c'était quand même une catastrophe. Alors la station d'épuration est restée fermée environ une dizaine de jours. Mais ce qui est énorme, évidemment, 10 jours, parce que 10 jours, ça fait quand même 10 jours de non-épuration. Je ne dis pas que si c'était le public qui avait dû exploiter la station, il n'y aurait pas eu de problème technique, mais en tout cas, nous n'aurions pas vécu un arrêt aussi brutal de la station d'épuration comme ça a été fait par le privé. Et donc c'est là qu'il y a évidemment le problème, c'est que le rapport de force, là, eh bien, le public s'est retrouvé quelque part mis devant le fait accompli de l'arrêt de cette station d'épuration par le privé. L'épuration proprement dite a continué de fonctionner. C'est le traitement des boues résiduelles qui était détraqué. Il a fallu les envoyer en Allemagne par conteneur. Et donc depuis des mois, ils avaient des problèmes avec ce système, sans jamais avoir de conclusion. Aujourd'hui, on entend qu'ils auraient peut-être, je veux dire, la solution à leurs problèmes, mais ce sont des solutions qui leur coûtent très très cher. Toute la question et tout le conflit se situe à qui va payer justement l'amélioration de la station. Aquiris a introduit une réclamation d'ailleurs de 40 millions. Voilà, c'était tout à fait expérimental. Ils avaient fait quelques tests, mais vraiment à petite échelle, hein, Toulouse. Cet article émet des accusations très graves et très précises. Il affirme par exemple que le texte de l'appel d'offres a été modifié pendant la procédure pour que les soumissionnaires puissent présenter des technologies expérimentales comme le procédé Athos de Veolia. Autre affirmation, Veolia aurait exercé des pressions considérables à travers l'État français, mais aussi par le biais de lobbies et de réseaux d'influence. Ils ont par exemple invité un groupe de politiques et de hauts fonctionnaires sur un énorme yacht à Saint-Tropez, juste avant l'attribution du marché. Sur la caricature, l'homme demande « Alors, comment la trouvez-vous » Et l'autre répond « Agréable, cet arrière-goût de pot de vin lui confère un goût très pur. » Je vais vous lire un extrait d'un rapport de la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a contrôlé les comptes du délégataire, une filiale de Veolia. Et voici ce qu'il a trouvé dedans. Des voyages à Malte et en Sardaigne payés à un négociateur, entre guillemets, sans contrat pour un montant de 170 000 francs. Un séjour au Club Saint-James à Paris pour un élu du Var-Est pour un montant de 5 120 francs. Des honoraires payés à un avocat des Alpes-Maritimes sans qu'aucune justification n'ait pu être produite pour un montant de 270 000 francs. 2 factures d'un cabinet d'audit faisant actuellement l'objet d'une procédure judiciaire et pour un montant de 1 362 929 francs. Un voyage et séjour à Cardiff pour 4 personnes, dont 2 au profit d'un cas d'une collectivité territoriale du Var-Est et pour un montant de 32 080 francs. C'est délicieusement dit, ce sont des magistrats de Chambre régionale des comptes qui disent ça.
Voilà ce que nous payons à travers nos factures d'eau. Retour dans le sud de la France. En 1996, le directeur général adjoint de Veolia a été condamné, entre autres, pour avoir versé 8 millions de francs de pots de vin, soit 1,2 million d'euros, lors de la privatisation de la distribution d'eau à Montpellier. Pourtant, la gestion de l'eau potable et des eaux usées de la ville reste aujourd'hui encore entre les mains du groupe privé. Et ce n'est pas tout. Veolia et Suez investissent aussi dans les universités locales. Il est clair qu'à l'école des eaux et forêts, par exemple, c'est une chaire Suez, de la même manière que bientôt, ici à l'université Montpellier 2, ce sera une chaire Veolia. Et je pense que c'est ce qui est finalement porté aussi par ce pôle de compétitivité eau, c'est cette intégration, cette interpénétration très forte entre la science et l'activité économique d'un opérateur parmi d'autres. Il me semble que c'est un peu une maladresse que Veolia soit le leader de ce pôle de compétitivité en la personne de Monsieur Buchou, directeur régional de Veolia. Je pense que ça, c'est un peu maladroit. Peut-être même aussi que d'appeler le regroupement des sociétés locales Suelia comme si c'était une contraction de Suez et de Veolia. Il me semble que ce pôle de recherche évolue peut-être avant tout utilitariste et mise au service des opérateurs. C'est-à-dire que finalement la recherche scientifique devienne un moyen de plus et seulement de recherche-développement au service des opérateurs de services. Nous sommes dans la vallée de l'Hérault. En 2005, le principal partenaire scientifique du pôle de compétitivité locale, ainsi que certains chercheurs de l'université Montpellier 2, publient une étude certifiant que l'on trouve dans la vallée des ressources en eau inépuisables pour alimenter Montpellier, métropole en pleine expansion. Des essais de pompage ont été réalisés ici. Philippe Machtel, directeur de recherche au CNRS, est aussi maire de Saint-Guilhem-le-Désert, la commune toute proche. Voilà, là nous sommes devant la principale sortie de la résurgence des sans-fonds. Je vais vous faire entendre le bruit de l'eau, le caillou. C'est pas comme ça. Voilà, il y a un petit plouf au bout d'une chute de près de 10 mètres. Pendant les tests de pompage, le niveau dans la source ici était très très bas. Il est descendu jusqu'à 50 mètres à peu près sous le niveau de la rivière. Donc on est arrivé à cette campagne de pompage catastrophique. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, ils ont dû arrêter, en bout de quelques dizaines de jours, ils ont dû arrêter le pompage, il n'y avait pas d'eau. Alors il faut savoir aussi que pour faire ça, on a pris le risque de dégrader un peu plus un biotope absolument unique qui est le fleuve Hérault, parce que l'eau qui sort ici, elle est à peu près 13 degrés. C'est une eau très très fraîche, alors que pendant l'été, l'eau de l'Hérault est à plutôt 25 à 30 degrés. Et c'est un véritable problème parce que cette eau refroidit l'Hérault et lui permet d'avoir une activité biologique tout le long de son cours là-bas. Et donc si on enlève cette source d'eau froide, la température de l'Hérault va monter et donc il sera de plus en plus malade. Donc les choses ont continué à progresser dans le sens d'une absurdité scientifique, d'une absurdité politique. Il fallait l'exploiter, ça représente beaucoup d'argent, l'eau c'est un trésor. Qu'on corrompe ou qu'on donne dans un système quelques formes de subventions, de crédits, de cadeaux. Effectivement, il faut arroser un peu tout le monde. Voilà. Et que même des associations environnementales, même celles que j'aime beaucoup, sont quand même largement financées dans des campagnes sur par exemple pour la propreté. Vous voyez, Veolia Propreté avec France Nature Environnement. Vous avez aussi Action contre la faim, vous avez la Croix-Rouge, vous avez Solidarité. J'en passe et des meilleurs. Hein. Vous avez même le Secours catholique dans le domaine de l'eau qui est représenté par l'ancien directeur des ressources humaines de Veolia. On est dans un mélange de genre total. Et puis, lorsque des élus sont parfois battus, parce que la démocratie peut jouer, ces gens-là sont embauchés dans ces sociétés, que ce soit la Lyonnaise ou la Générale.
salariés et des personnes qui sont susceptibles à un moment donné de jouer de leur influence auprès des élus décideurs dans les marchés publics. Par exemple, en faisant voter des amendements qui servent leurs intérêts et qui leur permettent ensuite d'obtenir des avantages, des nouvelles constructions pour s'adapter aux nouvelles normes pour construire des canalisations et des choses dont elles sont bénéficiaires directes. Donc elles créent l'offre et la demande d'une certaine manière en allant cibler les élus à travers leurs actions de lobbying. Au Parlement européen de Bruxelles, on essaie de cartographier les ramifications du réseau d'influence de Veolia en Europe. Concernant l'action de Veolia Environnement à Bruxelles dans le secteur de l'eau, on peut dire qu'il est important d'entretenir un réseau de lobbying très vaste et diversifié. Ce qui compte, c'est de diffuser le même message à travers différents canaux de communication. Ils font appel à des groupes de réflexion pour organiser des débats. Ils passent par des lobbies économiques généralistes ou par des groupes de pression spécialisés dans l'eau, comme cela. Sans oublier les instances planétaires, comme le Forum mondial de l'eau. Veolia contrôle par exemple un groupe qui conseille de très près la Direction générale de recherche de la Commission européenne sur le type de projet de recherche que devrait financer l'Union européenne dans les 5 ans à venir. Je crois même qu'ils sont les plus gros financeurs de ce qu'on appelle la plateforme européenne de l'eau. En d'autres termes, le groupe Veolia suggère à la Commission des projets de recherche pour lesquels il se portera candidat ultérieurement. Il fait donc financer par la Commission des programmes de recherche qu'il a lui-même proposés. En Europe, les vagues de privatisation ne sont jamais annoncées par de grands discours publics. Elles se produisent généralement à la suite d'une décision soudaine de la Cour de justice de l'Union européenne qui impose l'ouverture de tel ou tel marché, ou sur proposition de la Commission européenne. C'est pourquoi, à mon sens, il faut rester vigilant. Il y a toujours autant de groupes privés qui veulent mettre le grappin sur ce secteur. Et ils frappent sans relâche à la porte du marché de l'eau. En mai 2009, le porte-parole de la Commission européenne en charge de l'eau déclare que l'eau est une marchandise comme les autres. Une façon de réaffirmer que la Commission compte bien imposer aux États membres l'ouverture du marché de l'eau et généraliser les procédures de marché, y compris pour les fournisseurs publics. C'est le système qui aujourd'hui est une véritable dictature économique et que l'eau est l'otage de cette dictature économique. Istanbul, en Turquie. C'est ici que s'est tenu en 2009 le 5e Forum mondial de l'eau, un rassemblement de lobbyistes d'une ampleur inédite, organisé par le Conseil mondial de l'eau. Cette instance, sans légitimité officielle, créée par Veolia, Suez, la Banque mondiale et quelques autres, réunit sous l'égide du privé des ministres, des chefs d'État, des représentants des Nations Unies et les grands groupes du secteur de l'eau. Le problème, c'est de savoir si dans les 20 ans qui viennent, on aura assez d'eau pour que chacun ait accès à l'eau. Et donc, comment on fait pour donner l'accès à l'eau à chacun? Voilà la problématique qui s'est exprimée pendant ce forum. Parce que, comme je le dis et je le répète depuis des années, avoir l'eau, c'est un élément de la dignité humaine.
la dignité des hommes et des femmes de pouvoir avoir de l'eau. En 1997, ils ont décidé de mettre en place ces forums qui ont lieu tous les 3 ans. Au départ, on a été très nombreux à penser que ce serait une bonne occasion d'échanger sur la crise planétaire de l'eau. Mais très vite, on s'est aperçu que c'était une vraie foire commerciale pour les grands groupes du secteur. Ils se donnent une légitimité en déclarant qu'ils ont les réponses à la crise mondiale de l'eau. Quand ils organisent un forum comme ça, avec des milliers de participants, ça donne l'illusion que la planète entière est représentée et que tout le monde est d'accord. C'est exactement ce qu'ils veulent. C'est l'image qu'ils ont besoin de donner. Mais c'est un mensonge, un gigantesque château de cartes. Ils se désignent eux-mêmes les papes du secteur de l'eau. Moi, je serai président, toi, vice-président. Ça fera démocratique. Mais en fait, pas du tout. Le Forum mondial de l'eau n'offre pas seulement aux entreprises des contacts commerciaux avec des acteurs du monde entier. Il leur assure aussi une influence réelle sur tous les organes des Nations Unies liés au secteur de l'eau, idéal pour promouvoir les partenariats publics-privés. Veolia a contacté l'UNITAR, l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, et lui a proposé d'établir des directives pour encadrer les services de fourniture d'eau dans le monde entier. Mais le groupe voulait surtout promouvoir les partenariats publics-privés. Ces directives ont été publiées par l'UNITAR et l'UN Habitat et mises en œuvre un peu partout. Bien sûr que c'est de la privatisation. Suez et Veolia disent « Mais non, ce qu'on fait maintenant, ce sont des partenariats publics-privés. Les communes gardent le contrôle. Elles se contentent de nous déléguer le service. On est très efficace et ça fonctionne à merveille. » Mais tout ça, c'est du blabla. Quand une entreprise privée exploite des infrastructures pour faire des bénéfices, c'est comme si elle en était propriétaire. La puissance publique signe des contrats et confie la gestion à une entreprise. C'est évidemment de la privatisation. Ça a le goût de la privatisation, la couleur de la privatisation, c'est de la privatisation. Maude Barlow participe au contre-forum alternatif qui réunit d'innombrables victimes et détracteurs de la privatisation de l'eau venus du monde entier. En 1999, Veolia Environnement, qui s'appelait alors Vivendi, a décroché le contrat pour la distribution d'eau à Nairobi. Le gouvernement du Kenya a promis de lui verser 15% des recettes tirées de l'eau. Pour cela, il a augmenté le prix de l'eau de 40% par an. Elle est devenue tellement chère que beaucoup d'habitants n'y avaient même plus accès. On leur coupait l'eau. Veolia a aussi proposé à la ville de licencier 3500 employés kenyans de l'entreprise de distribution et d'embaucher à la place 45 expatriés français. Cette poignée d'employés aurait coûté plus cher à la municipalité que les 3500 Kenyans d'origine. Je sais que le succès du Forum mondial de l'eau dérange ceux qui n'ont plus rien à dire. Nous allons continuer. Nous allons continuer comme nous le faisons depuis des années à nous battre pour ceux qui n'ont pas accès à l'eau. Veolia et Suez ont abordé les États-Unis en présentant la privatisation comme le modèle de l'avenir. Elles ont démarché les grandes villes de façon très agressive. Elles commençaient par licencier la moitié du personnel pour obtenir cette prétendue efficience économique. Et en général, le prix de l'eau doublait.
Suez a exigé que le prix de l'eau soit multiplié par 8 par rapport au tarif de la régie publique. Vous pensez bien qu'un groupe privé n'investit pas dans les régions qui ne sont pas rentables. Mais à la suite de ça, toutes les forces politiques, ainsi que l'Église, les universitaires et même l'armée ont soutenu notre demande de référendum en vue d'inclure le droit à l'eau dans la Constitution comme un droit fondamental. Le oui l'a emporté par 64,7% des voix. Et en septembre 2006, Suez a fini par quitter enfin l'Uruguay. Elle a aussi été chassée de Bolivie et d'Argentine. Buenos Aires, Atlanta, Cochabamba, Johannesburg, Stockton, Felton, ce ne sont que quelques exemples de villes où la remunicipalisation de l'eau a été un succès. Et la tendance est désormais mondiale. En Italie, par exemple, un référendum d'initiative populaire doit empêcher la privatisation de la distribution d'eau amorcée par Silvio Berlusconi en 2009. En Allemagne, les communes qui ont goûté au privé retournent désormais vers les régies publiques, comme à Stuttgart. Ici, à la suite d'un référendum local, le conseil municipal a décidé à une forte majorité de faire repasser sous régie publique la distribution d'eau. Elle était assurée depuis quelques années par EDF, actionnaire de Veolia. À Berlin, c'est aussi un référendum populaire qui tranchera. Veolia et le conglomérat énergétique allemand RWE s'étaient approprié la gestion de la distribution de l'eau en toute opacité. Le référendum devrait permettre une plus grande transparence de ces contrats. Mais c'est en France que l'on observe actuellement la plus forte vague de remunicipalisation. Retour à Paris, en 2010 cette fois. Voilà, 6 mois après, nous sommes en gestion publique de l'eau à Paris. Pendant 25 ans, nous avions des délégations de services publics confiées à Veolia et à Suez pour la distribution. Nous avons fait le choix de reprendre sous maîtrise publique tout le service de l'eau à Paris. Ce fut une grande décision, assez historique pour le service de l'eau. Les 2/3 des contrats passés entre les sociétés privées comme Veolia et Suez et les villes viennent à échéance dans les 4 ans qui viennent, donc dans le mandat des conseillers municipaux élus en 2008. Donc il y a un enjeu politique très important, notamment à Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Brest, Montbéliard et Marseille. Et le cas de Lille, dernièrement, on en a assez des prix de l'eau qui montent, on en a assez de la corruption, des conflits d'intérêts qui règnent dans ces marchés publics de l'eau, qu'il y en a assez de cette opacité et qu'aujourd'hui, vraiment, le retour au service public est possible. Dans un instant, documentaire. Les as du ciel de la Première Guerre mondiale. Retour sur les exploits des légendes de l'aviation dominées par le Baron Rouge.